je me lance dans un débat qui risque d'être un petit peu houleux. J'ai l'impression qu'il y a des pratiques qui deviennent des normes et pour moi qui devraient pas l'être. Aujourd'hui, c'est l'heure du sensationnalisme. C'est le truc qui claque, qui fait du like et qui fait de l'abonnement. Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne de La Patte Subjectif. On parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui, je me lance dans un débat qui risque d'être un petit peu houleux et qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors après, le but de cette vidéo, c'est certainement pas de faire des clans ou qu'on commence à se taper dessus, pas du tout. Tu verras que mon positionnement est, on va dire, très modéré, si on peut dire. Disons plutôt que j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai une sorte de réflexion, une sorte de déclic très récemment qui m'a donné cette envie de sujet en fait dans le cadre d'une vidéo sur YouTube. Et mon but, c'est peut-être de rééquilibrer certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il y a des pratiques qui deviennent des normes et pour moi qui devraient pas l'être et qui peut-être font douter beaucoup de gens injustement et c'est un peu tout le sujet aujourd'hui. On va discuter d'un sujet assez brûlant sur Instagram et dans la photographie en général et peut-être même plus la photo animalière, c'est la question de la quantité versus la qualité dans les retouches photos. Ouais, je sais, je risque de partir un petit peu dans tous les sens cette vidéo. J'ai listé quelques idées, mais je sais d'avance que ça va partir en freestyle. J'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo. Déjà, je vais te replacer un peu de contexte pour t'expliquer un peu d'où m'est venu ce sujet. Déjà, ça fait un moment que ça tourne un peu autour de ça, qu'il y a un peu des questions, des réflexions, des commentaires qui tournent autour de ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur l'authenticité, entre guillemets, dans les retouches. Je peux te mettre le lien par là. Mais là, ça prend un autre angle. Pour tout te dire, c'est que je sors actuellement ma formation Embellir ses photos, qui est mon programme de formation sur la retouche photo. Et dans le cadre de cette formation, je participe au sensationnalisme qu'on peut voir partout, c'est-à-dire de faire des avant-après spectaculaires. Et dans la même semaine, j'ai eu un très gros shooting à traiter. Ce shooting, il m'a pris, pour la retouche des 100 photos avec le tri compris, il m'a mis une journée de travail. En nombre d'heures, honnêtement, j'en sais rien. J'ai peut-être passé 8 heures sur ces retouches des 100 photos. Ouais. Allez, peut-être un peu plus parce que j'avais fait un pré-tri avec des pré-retouches. Allez, on va dire grosso modo 10 heures pour les 100 photos. Et le déclic, c'était que la personne à qui j'ai rendu ces photos m'a fait un mail en me disant qu'elle était très émue de voir les photos, qu'elle était émerveillée par le résultat. Et j'ai pas passé des heures sur chaque photo. Le but aujourd'hui, c'est pas de te dire est-ce que la retouche c'est bien ou c'est pas bien. Si tu me suis, tu connais mon positionnement là-dessus, il est clair et net. Pour moi, la retouche, c'est l'indispensable dans ta pratique de la photo. C'est la cerise sur le gâteau, c'est ta touche finale, c'est ta patte artistique. Maintenant, là où j'ai envie de plutôt amener le débat, c'est que aujourd'hui, on scrolle tous sur Instagram. Si t'aimes la photo, certainement que t'es sur Insta. Et aujourd'hui, c'est l'heure du sensationnalisme. C'est-à-dire que quand on regarde les avant-après, souvent, tu as des avant-après spectaculaires qui demandent des heures et des heures de retouche, qui sont des très gros travail d'orfèvre. Je dis pas que c'est mal et je dis pas que c'est bien non plus. Par contre, tout le débat de cette vidéo va être autour du fait de est-ce que ça doit être une norme en fait? Tu sais, c'est des photos vraiment ultra retouchées qui nous sortent complètement du réel. Il n'y a plus rien à voir des fois avec la photo originale et on sent un courant un peu ras-le-bol de ça. Et on va même aller plus loin et s'interroger sur ce que veulent les clients aussi. Parce que, bon, au-delà de faire de la photo pour nous, il y a aussi que veulent nos clients en fait. Et au-delà de ça aussi, qu'est-ce que tu veux toi dans tout ça? Donc c'est un peu l'idée, voilà, c'est un peu le point de départ de cette vidéo. C'est de parler un peu de cette tendance qui devient un petit peu une norme du sensationnalisme en retouche photo et d'une quantité de retouches à l'extrême. Et je te montre un exemple tout de suite. Voilà une photo brute, qui n'a rien d'exceptionnel. Et voilà comment je l'ai retouchée. Alors, après, elle m'a pas demandé tant de temps que ça parce que j'ai les techniques et que je suis pas non plus dans l'ultra perfectionnisme, mais j'ai passé une bonne demi-heure je pense sur cette photo, peut-être un peu plus, là où d'habitude je passe 10-15 minutes par photo. Donc déjà c'est le double et encore une fois, moi je suis pas du genre à aller dans le micro archi détail et à ultra transformer mes photos, mais déjà ça c'était de l'ultra transformation. Pour moi ça fait partie de ce que je place dans la catégorie du sensationnalisme, donc j'y participe aussi avec ce type de retouche.
Et on reviendra juste après à pourquoi j'ai fait cette retouche, parce que clairement, tu ne la trouveras pas dans mon portfolio, puisqu'elle ne correspond pas à ce que je fais habituellement. Ok, on a mis un petit peu une définition autour du sensationnalisme. Je l'ai appelé comme ça, je sais pas si c'est un nom, bref, vous me dites en commentaire. On va l'appeler comme ça pour le reste de la vidéo. Maintenant, à mon sens, pourquoi ça devient une norme? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a le fait que sur Instagram, le temps d'attention est très réduit. Et c'est vrai qu'en montrant des photos où on voit souvent d'ailleurs le avant-après avec une ultra transformation, en tout cas ce côté sensationnel, et ben tout de suite ça fait du like, ça impressionne. On est tellement inondé d'images, tellement inondé de visuels qu'il faut sortir du lot. C'est le truc qui claque, qui fait du like et qui fait de l'abonnement. Donc d'un point de vue, on va dire purement consommable, pour les réseaux, bah du coup ça marche bien et je pense que ça a commencé à créer cette tendance-là. Deuxième chose, c'est que vu que ça marche, les gens veulent faire pareil. Il y a un mimétisme qui se met en place avec cette course aux likes, cette course aux abonnés sur les réseaux sociaux. Du coup, les gens ils veulent essayer de faire pareil mais ils savent pas le faire. Et c'est là que tu vois de plus en plus de photographes du coup qui se mettent à vendre des tutos. C'est-à-dire voilà cette photo, voilà mon incroyable avant-après et voilà le tuto pour faire pareil. Et les gens se ruent dessus et ça devient le serpent qui se mord la queue et ça explose et on voit plus que ça et c'est devenu la norme. Et au passage, je balance ça comme ça fait aussi qu'on voit les mêmes visuels partout et qu'on sait même plus qui a fait la photo. Mais bref. Et si je reprends mon exemple du cheval que je t'ai montré là avec cette retouche sensationnelle, je l'ai faite dans le cadre de mes formations. C'est-à-dire que je l'ai traité de façon pour montrer un exemple à mes élèves de retouches plus poussées, on va dire, et plus transformationnelles. Mais ça correspond pas du tout à ce que je fais en routine. Encore une fois, on y reviendra. Maintenant, on peut se poser la question de est-ce que c'est un passage obligatoire aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une norme? Est-ce qu'on peut toujours se démarquer en faisant moins en quantité? Est-ce qu'on peut être quand même qualitatif? Est-ce qu'on peut faire des clients satisfaits? Est-ce qu'on peut plaire à un public sans tomber dans cette hyper retouche? Eh ben, plutôt que de parler, je vais te montrer des exemples concrets de grands photographes, de photographes que j'admire beaucoup par leurs compétences, par leur talent. Une que tu as déjà entendu parler certainement sur ma chaîne YouTube parce que j'admire énormément son travail, c'est Iwona Podlasinska. C'est une photographe autrichienne qui fait la très grande majorité de ses retouches directement dans Lightroom. Elle passe presque jamais dans Photoshop et elle fait quasiment tout le visuel, tout l'essentiel de sa photo est géré dès la prise de vue. Il n'y a pas de grosses retouches sur ses photos ou très très rarement. Je te donne un deuxième exemple bien connu aussi parce que c'est un peu sa marque de fabrique, c'est comme ça aussi qu'elle se vend. C'est les photos de Nat Sakura qui est photographe de mode et qui elle, bon après c'est de la mode hein, donc on met des bémols entre guillemets parce que on gère le maquillage, on gère l'habillage, on gère parfaitement la lumière parce qu'il y a des lumières artificielles partout, on gère un décor, c'est pas forcément le cas en animalier normal, on va dire, on est loin de tout gérer. Donc voilà, on met des guillemets, mais ça n'empêche qu'elle gère absolument tout à la prise de vue, c'est une vraie gestion de projet, chaque shooting est une gestion de projet et il n'y a aucune retouche. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vend vraiment son travail, il n'y a pas de retouche, c'est que du développement photo. Donc tu vois que bien sûr qu'on peut faire des très très bonnes photos, être reconnu pour son travail sans passer des heures derrière Photoshop sur chaque photo. Maintenant, je vais juste parler un peu des avantages et inconvénients entre, on va dire, la quantité de retouches et, on va dire, une qualité un peu minimaliste. On l'a vu avec Nat Sakura, avec Iwona Podlasinska, non, c'est pas une nécessité de passer des heures derrière son ordinateur sur la retouche. Et pour moi, il y a un énorme avantage à travailler comme ça. Personnellement, je m'inspire beaucoup du travail d'Iwona Podlasinska et j'ai calé mes workflows un peu sur les siens, on va dire dans le mode de fonctionnement pour accélérer mes retouches et pas y passer 30 ans, bah c'est justement cette rapidité en fait, c'est l'efficacité. Désolée, j'ai l'expression anglaise straight to the point, mais on va droit au but, voilà. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la prise de vue, on gère des émotions, on gère un moment, on gère une expression sur les photos et derrière le développement va juste venir popper quelques éléments très subtils qui vont faire l'effet waouh quand même, mais sans y passer des heures. Et là, je peux te montrer des exemples d'avant-après que je fais pour mes shootings, pour les classiques de mes shootings. Donc,
tu vois qu'il n'y a pas de sensationnalisme. C'est-à-dire que même si tu vois que la photo retouchée, tu peux te dire qu'il n'y a presque pas de retouche. Il y a un léger style quand même qui se dégage forcément des photos. C'est-à-dire que c'est mon style où il y a un côté un peu doux, où je joue avec un effet un peu de lumière et d'ombre, avec quelques ombres marquées, mais quand même beaucoup de douceur. Ça, c'est issu d'un développement assez léger et subtil qui est collé par rapport à ma prise de vue. Et ça me demande quelques minutes en fait. Une fois que la réflexion est là de savoir ce que je vais faire de ce shooting, derrière, ça s'enchaîne et je peux traiter des dizaines de photos en quelques dizaines de minutes. Maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de photographes qui font ce côté sensationnalisme. Encore une fois, mon but ici n'est pas de dire que c'est mal. Le but ici, c'est de rétablir un équilibre entre ce qui commence à devenir une norme et ce que tu peux t'autoriser à faire. Il y a quand même un avantage à faire des retouches extrêmement poussées, c'est de 1 parce que ça colle au style. J'ai fait par exemple l'interview avec Morgane Karadec qui, elle, a un style de retouche très particulier, très coloré, qui demande beaucoup de travail. C'est quelque chose qui lui plaît, qui colle à son style, qu'elle a longuement travaillé et il n'y a pas de problème. C'est ok, ça colle à un style et que t'aimes ça, c'est passer des heures sur Photoshop pour faire un certain rendu très précis, très poussé. Et il faut aussi se rendre à l'évidence, selon le style de la personne, il y a certains effets qui seront très difficiles à obtenir à la prise de vue et il faudra passer par une étape de retouche assez poussée. Et je reprends encore une fois l'exemple de Morgane Karadec. Je te mets l'interview par là, c'est une nécessité pour elle, si elle veut garder cette patte, cet univers, de passer ce temps sur son ordinateur. Maintenant, je vois aussi un autre avantage aux retouches extrêmement poussées, c'est pour les photographes qui vendent des tutos. C'est-à-dire que si je te vends un tuto avec ce avant-après là, qui est mon avant-après classique, c'est moins vendeur que si je te montre celui-là. Logique. Et là, on rentre un peu dans un cercle vicieux. D'un point de vue marketing, faut pas se leurrer, ça vend. Maintenant, autre avantage d'avoir une retouche beaucoup plus minimaliste, c'est le temps que tu passes derrière ton ordinateur. Et si tu es pro, le temps c'est de l'argent. Moins tu passes de temps sur une photo, tu vas pas facturer à l'heure de dépassement la retouche que tu vas passer sur le shooting de ton client. Si tu vends ton shooting 200 € et que tu as passé 3 heures de plus sur tes retouches, tu vas pas facturer 3 heures à ton client, ça se fait pas. En tout cas, je connais pas grand monde qui fonctionne comme ça, sauf si ça vient de la demande du client, à la limite. Mais autrement dit, plus tu gagnes du temps sur tes retouches, moins tu perds d'argent sur cette prestation en fait. Et puis, il faut pas se leurrer non plus, j'ai fait à un moment donné des retouches très poussées parce que c'est ce qu'on enseignait. Puis petit à petit, je suis arrivée à faire mon workflow beaucoup plus minimaliste, mais j'ai eu cette tendance aussi à avoir la main très lourde sur les retouches. Je peux t'assurer, quand tu as 3 photos à traiter pour un client, ça va. Quand un client t'en demande 10, 15, 20, ça va plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, t'en as marre de passer autant de temps sur la même série photo. Et puis en plus, tu peux avoir l'inconvénient que des fois le client te choisit des photos qui t'inspirent moins. Du coup, tu as envie de rester sur ce côté sensationnalisme, il faut impressionner. Surtout si tu montes les bruts au client, tu te dis quand même, il faut que je lui vende du sensationnel, il a payé. Et tu vas passer 4 heures sur ton ordinateur, mais t'en auras juste marre et tu peux te dégoûter. Et je te parle d'expérience, c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi je voulais te parler de ce sujet? En fait, c'est tout simplement parce que j'ai eu ce déclic en fait. À l'issue de ce shooting, je me suis dit mais moi, mon workflow il est rapide. Si j'avais ces workflows là qui demandent 1 heure, 2 heures par photo, je m'en sortirais pas. Et professionnellement, il faudrait que je quadruple mes prix pour m'en sortir. Et en même temps, je constate que le fait qu'on soit noyé là-dedans, qu'on soit noyé dans ces images sensationnelles, il y a des gens qui veulent se mettre à la photo, qui veulent faire de la photo, qui se culpabilisent parce qu'ils sont pas à ce niveau de quantité de retouches et qu'il y a des personnes pour qui ça peut paraître être une norme, alors que la réalité c'est que pas du tout. La norme, en fait il n'y a pas de norme, faut arrêter de se poser des questions, de rentrer dans des cases, on s'en fout des normes. C'est pareil, par exemple j'ai une élève de ma formation, elle kiffe le noir et blanc et se pose des questions de mais est-ce que je peux percer en noir et blanc? Mais évidemment que oui, tu peux percer en noir et blanc, mais en effet c'est pas ce qui est putaclic sur Instagram, c'est pas ce qui marche le mieux en termes de réseaux sociaux, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une clientèle pour ça et qu'on ne peut pas devenir très bon en noir et blanc si c'est ce qui te fait kiffer. Et c'est exactement pareil, tu peux prendre n'importe quel chemin avec tes retouches. L'important c'est que tu trouves ce qui te correspond à toi, ce que toi tu aimes faire en termes de résultats esthétiques de tes photos, mais aussi en termes de temps que tu as envie de passer derrière ton ordinateur. Parce que peut-être qu'il y a certains visuels qui te plaisent mais que tu n'es pas prêt à passer autant de temps sur tes photos derrière parce que ça va te gonfler. Et je pense qu'il faut savoir aussi, en tant qu'artiste, même si on sort de la photographie, se poser la question de il y a ce que j'aime admirer chez les autres, mais peut-être pas ce que j'aime faire. Je te donne un exemple, j'admire beaucoup les gens qui font, tu sais, les petits bijoux en
pâte Fimo, tu sais. C'est magnifique, c'est trop mignon, c'est trop cute. Moi, tu me mets avec de la pâte Fimo, tu me dis vas-y pendant 4 heures on fait des boucles d'oreilles, au bout de 10 minutes ça me gave, j'arrête, tu vois. C'est pas mon truc. Et c'est la même chose dans le domaine de la photographie. Moi, par exemple, il y a des artistes que je suis qui font des très belles photos, très dark, qui tirent vers du cyan, un beau cyan que j'aime beaucoup, mais jamais je ferai ce style-là, il me correspond pas. Ça n'empêche que j'admire leur travail, mais c'est pas pour autant que c'est ce que je dois faire. Donc je t'invite à prendre de la hauteur. C'est aujourd'hui, voilà, tu te sens un peu submergé par ce sensationnalisme, justement, en termes de visuel, que tu t'y retrouves pas, que tu dis bon, c'est pas fait pour moi parce que je sais pas faire ça, ou parce que ça te correspond pas de faire ça. Mais en fait, tu peux kiffer ta photo sans tomber là-dedans, en fait. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tout le monde, peu importe la direction que tu as envie de prendre. Et j'aimerais finir sur le fait que la retouche photo, l'important, c'est que tu sortes le visuel que toi, tu as envie. On s'en fout derrière de ce qui est utilisé. Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est pour ça que j'aime pas les tutos. Parce que les tutos, c'est regarde comment je fais. Très bien, j'ai vu comment tu as fait, maintenant moi comment je fais, bah t'es pas plus avancé. Et c'est pour ça que dans mes programmes, c'est pas comme ça que je conçois la retouche, c'est pas regarde comment je fais, même si bien sûr tu le vois aussi dans les formations, mais le but c'est voilà comment ça fonctionne, voilà ce que tu as à ta disposition, voilà des méthodes et voilà des techniques que tu peux utiliser maintenant. Prends celle qui te plaît, explore, exerce-toi et tu trouveras ce qui te plaît et tu construiras ta propre façon de retoucher. Et tu peux regarder dans mes élèves, il n'y en a pas 2 qui font le même type de retouche. Chacun a son style et c'est ça qui est important aussi et c'est un peu ce que j'ai envie aussi d'écrier un peu à travers cette vidéo, c'est que par ce sensationnalisme, souvent derrière tu vas voir que c'est des gens qui vendent des tutos ou des formations, souvent des tutos retouches. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Je dis pas que ces tutos sont mauvais, je suis sûre qu'on peut apprendre plein de choses, des nouvelles façons de travailler avec ces tutos, seulement je pense que on met trop d'attentes sur ce qu'on peut en sortir. Voilà. S'il n'y a pas déjà les bonnes bases sur comprendre les logiciels, je pense qu'un tuto, c'est un peu de la poudre aux yeux. Voilà. C'est mon avis. Maintenant, chacun fait son avis. Et dans tous les cas, le but aussi, c'est de se déculpabiliser. En fait, juste, t'es pas obligé de faire cette quantité de retouches. Absolument pas. Et je t'ai montré des exemples avec Nat Sakura et avec Iwona Podlasinska, par exemple, qui sont quand même des photographes de référence. Mais c'est vrai que dans l'animation, on a vraiment cette mode qui est omniprésente. Et je voulais un peu ouvrir tes chakras sur le fait qu'il y a d'autres possibilités en fait. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ce que tu as envie de sortir, peu importe que ce soit des retouches poussées ou des retouches light. L'important, c'est que tu restes fidèle à ce que tu as envie de sortir, à ce que tu as envie d'exprimer, à l'authenticité de ce que tu as envie d'exprimer et pas te pervertir pour suivre des tendances ou des modes. Bon, au final, je crois que j'ai réussi à pas trop partir dans tous les sens, mais dans tous les cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Peut-être que tu seras absolument pas d'accord avec moi et c'est ok. On peut en débattre en commentaire tant que ça reste dans le respect, on est d'accord. Si tu veux suivre les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Sinon, tu peux suivre aussi sur Instagram, @lapatesubjectif, où je suis active tous les jours. Et encore une fois, je m'inspire de vos sujets, de vos questions pour alimenter cette chaîne YouTube et faire des vidéos pertinentes pour toi. Donc si tu veux voir certains sujets, si tu te poses des questions, si tu as des difficultés, tu peux aussi me les mettre en commentaire. Je lis vos commentaires et ça me fera des sujets aussi à traiter qui seront pertinents pour toi. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.